Yes, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 9 octobre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un like, un commentaire pour le référencement et aussi à me dire dans les commentaires si tu as des tokens ou des crypto-monnaies que tu aimerais que j'analyse dans les prochaines vidéos. Alors au niveau du coin screener, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, on a globalement une map un petit peu dans la correction. On a un Bitcoin à moins 1,42 et un Ethereum à moins 1,42. Bon, c'est pas hyper représentatif, mais on va dire que globalement, ça se stabilise. On a la plupart des coins qui sont également aussi en retracement, à part ici le Filecoin qui est à peu près à 7%. Et puis si on va sur la deuxième page avec, comme ça on aura les 50 premières cryptos, on voit que même ici on a un Celsius Network en retrait aussi, un Monero en retrait également, Phantom qui corrige également aussi, on va le voir après. Donc voilà, on a une map un petit peu plus dans la correction, mais c'est normal, on a eu quand même notamment hier qui était une très très bonne journée avec des belles performances. Donc forcément derrière, et on sait qu'en plus le week-end, on a généralement un peu moins de volatilité. Au niveau des news, première news, c'est tout simplement le PDG de Tether, donc certains disent Tether, de Tether, on va dire Tether, supprime son compte Twitter après la publication d'un rapport d'enquête. Donc c'était un article en fait de Bloomberg. On va voir ça maintenant. En fait, il vient tout simplement donc de supprimer son compte Twitter suite à une publication d'enquête donc de Bloomberg. Bloomberg, ils disent tout simplement que, alors si vous ne connaissez pas Bloomberg, c'est un média, on va dire, journal qui fait des journaux, des articles, un peu comme Reuters, qui est vachement orienté par niveau finance, puis qui est aussi beaucoup utilisé par les institutionnels et à Bloomberg Terminal, etc., que beaucoup d'institutionnels utilisent. Donc voilà un petit peu si vous ne connaissez pas. Et en fait, ils ont tout simplement dit dans leur rapport d'enquête que Tether, en fait, ils ont des milliards à, ils doivent des milliards aux investisseurs chinois. Et ils ont aussi déclaré avoir donc des documents montrant que les réserves de Tether comprennent des milliards de dollars de prêts à court terme à de grandes entreprises chinoises. Donc notamment dans ces grandes entreprises chinoises, selon eux, il y aurait l'entreprise Evergrande, dont on a déjà parlé, qui subit actuellement une faillite assez importante. Donc voilà, d'après eux, Tether, ils sont en situation délicate de dette par rapport à des investisseurs chinois. Ok. Euh, Ils affirment également que Tether détient des milliards de billets de trésorerie de grandes entreprises chinoises qui seraient donc du coup utilisés pour soutenir leurs réserves. Donc pareil, ici on aurait donc le cas de Evergrande, ils le disent un peu plus bas ici. Tether détient des papiers commerciaux d'Evergrande, ce que nie du coup Tether. Tether nie avoir ces papiers commerciaux. Voilà. Qui dit vrai, qui dit faux? Est-ce que Bloomberg a fait, on va dire, un article à charge, ou est-ce que c'est Tether qui joue la mauvaise foi? Pour quelle raison? On ne sait pas trop. Du coup, la réponse par rapport à ça de Tether, c'est tout simplement de dire que Bloomberg a utilisé des sources douteuses afin de faire un récit préemballé et prédéterminé. Donc, en gros, une accusation à charge, quoi. Et le PDG, donc le PDG Jean-Louis Van der Velde, lui a écrit donc sur Twitter: encore un autre magazine asservi et agonisant qui tente la technique de la peur, l'incertitude et le doute, donc le FUD, on en a déjà parlé, pour gagner quelques sous et retarder son extinction de quelques jours supplémentaires. Restez connectés. Bon, il a l'air assez confiant. Est-ce que c'est une stratégie aussi marketing? Est-ce que c'est une façon de s'en sortir en jouant la technique du FUD? Je n'en sais rien. Je vous laisserai libre juge dans cette situation. Actuellement, il n'y a eu aucun avis officiel de la SEC, donc la Security and Exchange Commission, donc le gendarme des marchés financiers américains. Donc pour l'instant, ils n'ont pas eu d'enquête par la SEC.
Donc voilà, va falloir suivre cette news parce qu'évidemment, s'il y a une enquête qui se met en place par la SEC sur Tether, on pourrait avoir des suites par rapport à cette news et ça pourrait mettre en danger aussi l'entreprise par rapport justement au fait qu'effectivement, ils ont pas totalement backé tous les stablecoins par des valeurs physiques et qu'en même temps, ils ont des dettes par rapport à des investisseurs chinois ou qui sont, on va dire, investis dans la dette d'Evergrande, ça peut poser un souci pour la suite de l'entreprise. Donc, il va falloir encore suivre cet épisode, mais honnêtement, l'épisode teaser, c'est un truc où on ne sait plus où il donnait de la tête tout à l'heure en rédigeant, lisant l'article et en préparant la vidéo. Je me dis, putain, j'avais l'impression que Tether, ils étaient déjà poursuivis par la SEC, etc. Et en réalité, il y a il y a eu tellement de choses autour de l'épisode Tether. C'est comme XRP avec les poursuites, ça n'en finit pas. Euh, donc, le mieux, c'est si vous avez de l'USDT dans vos portefeuilles, de pas forcément tout virer, mais d'équilibrer entre USDT, BUSD ou USDT, USDC, stablecoin de Coinbase, ou alors du DAI qui est un stablecoin décentralisé. Voilà, d'essayer d'équilibrer vos portefeuilles par rapport à ça. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer par la suite. Deuxième news, les investisseurs donc institutionnels qui préfèrent le Bitcoin par rapport à l'or selon JP Morgan. Attention, c'est bien selon JP Morgan, à prendre avec des pincettes quand même. Donc, les propos de JP Morgan, c'est de dire que les investisseurs institutionnels, ils se dirigent plutôt sur le Bitcoin que l'or pour lutter contre l'inflation. Donc, on sait que c'est deux actifs qui ont pour objectif d'être des réserves de valeur. Mais là, pour l'instant, la tendance, selon eux, c'est de privilégier le Bitcoin. Euh, dans le rapport, ils indiquent que depuis le début de l'année, donc cette année, en 2021, plus de 10 milliards de dollars sont sortis des ETF sur l'or, tandis que plus de 20 milliards de dollars sont entrés dans les fonds en Bitcoin. Donc c'est quand même intéressant. Après, est-ce que les 10 milliards de dollars qui sont sortis des ETF sur l'or ont été sur Bitcoin? C'est ce que ça laisse sous-entendre. Est-ce que c'est le cas? Ça, c'est encore autre chose. Euh, donc un ETF, c'est tout simplement, on va en parler après parce qu'il y a une news qui parle de ça, c'est un outil qui va répliquer le plus fidèlement possible un actif financier. Donc ici, entre guillemets, c'est un outil, un, un produit financier qui va répliquer le plus fidèlement possible le cours de l'or. Ça permet d'investir sur l'or d'une autre manière qu'en achetant de l'or physique, par exemple. Voilà. C'est une manière d'investir sur le cours de l'or. Euh, alors, ils expliquent aussi, ça je trouvais intéressant, j'aime bien les statistiques. Euh, Bien que le BTC soit toujours en dessous de son pré-record, donc en dessous de son ATH, hein, de son all-time high, le Bitcoin, du coup, a augmenté de 86% depuis le début 2021. Donc, quand même, c'est une hausse assez significative, hein, un actif qui monte presque de 100%, donc presque un x2 en une année, c'est quand même assez rare et c'est important de le souligner. Et ils font le parallèle avec l'or qui, lui, depuis le début de l'année, a chuté de 7%. Donc on a un Bitcoin en hausse, là où on a un or qui chute, voire on va dire plutôt pourrait se stabiliser d'ici la fin de l'année. Donc ça met en lumière les arguments et les allégations qui sont avancées par JP Morgan dans leur rapport ici. Donc à prendre avec des pincettes, mais ça peut être effectivement intéressant de se dire que tiens, le Bitcoin commence à séduire aussi les investisseurs institutionnels. Et puis on l'a vu dans les dernières vidéos, on a eu plusieurs banques qui ont investi sur le Bitcoin. On a le fonds
de George Soros, donc le milliardaire, comme on en avait parlé également, qui a investi sur le Bitcoin. Donc, on voit que les institutionnels se positionnent, c'est plus une surprise maintenant. Troisième news et dernière news, c'est tout simplement un futur ETF. Donc, c'est pour ça que vous avez dit qu'on allait en reparler, qui pourrait arriver sur Bitcoin. Donc, comme je vous disais, ce serait un ETF, on appelle ça également un tracker, ce serait du coup un actif, enfin un outil financier qui permettrait de répliquer la valeur du Bitcoin. Alors, quel est l'intérêt? Vous allez me dire pourquoi on n'achète pas du Bitcoin directement? Et bien, tout simplement parce que euh, pour certaines personnes, acheter du Bitcoin, c'est demander de passer par des plateformes, c'est demander de passer par peut-être voilà, un Coinbase, un Binance, peut-être du coup de connaître bah, les transferts, pouvoir transférer ses Bitcoins d'un portefeuille à un autre, utiliser peut-être MetaMask, etc. Là, ça peut faire peur à certaines personnes. Là, un ETF, ça serait proposé par une société X ou Y, une entreprise, ce serait validé par la SEC. Donc, c'est la SEC hein, qui analyse et qui étudie les différents projets d'ETF. D'ailleurs, ils en ont refusé plusieurs déjà jusqu'à maintenant, qui jugeaient pas suffisamment sécurisés. Et donc, forcément, un actif, un outil financier qui est validé par des organismes de régulation, qui en plus bah, est beaucoup plus simple pour investir parce qu'on pourrait passer par des courtiers, des brokers, des plateformes un peu plus traditionnelles, ça peut justement permettre une démocratisation de l'investissement sur les crypto-monnaies. Maintenant, ça provoque également un risque parce que ça crée de plus en plus de produits dérivés autour de Bitcoin, voilà, ETF, futurs, etc., les options. On a de plus en plus de produits dérivés qui commencent à naître autour de Bitcoin. Ça montre du coup aussi l'attrait institutionnel parce que bah, forcément les institutionnels arrivent avec leurs outils traditionnels qu'on retrouve un petit peu dans la plupart des marchés. Mais ça provoque aussi, je trouve, et je pense, et comme le dit l'article, je vous laisserai lire parce que c'est assez complexe et je ne sais pas si tout le monde est capable de, 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 de comprendre ça. Ça parle de rollover, ça parle de pas mal de choses. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est de ne pas faire un truc trop compliqué. Et du coup, tout simplement, ça peut provoquer un certain intérêt puisque ça ramènerait encore plus de liquidité, mais ça peut aussi provoquer un certain risque parce que l'accumulation comme ça de produits dérivés peut créer comme ça, bon, on le voit rien qu'avec les futurs, hein, quand on a des short squeeze ou des long squeeze, la forte volatilité qui est à ce moment-là due au futur qui domine le marché actuellement. Voilà, on sait que rajouter encore des produits dérivés là-dessus, ça pourrait accentuer encore plus ce genre de scénario. Maintenant, on sait aussi que plus il va y avoir d'institutionnels sur ce marché, plus j'ai envie de dire, et ça après c'est ma croyance personnelle, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça et on peut même en discuter dans les commentaires, mais je pense que du coup le marché va être beaucoup moins volatile et va beaucoup plus se stabiliser par la suite, puisque quand on veut se positionner sur un actif pour lutter contre l'inflation, ce qui est le cas de la plupart des institutionnels, bah, leur objectif, c'est quand même d'avoir un actif qui est relativement stable. On ne veut pas se positionner sur un actif pour lutter contre l'inflation et que cet actif il fasse 10% en une semaine et la semaine d'après, moins 30%, puis après, re 40%. C'est un actif qui serait trop fluctuant et du coup, ça ne serait pas vraiment une bonne réserve de valeur. Quand on regarde par exemple l'or, qui est considéré par tout le monde aujourd'hui comme une réserve de valeur, il y a certes des fluctuations, mais on ne va pas avoir un or qui prend 30% et qui, le mois d'après, a perdu 40%. Donc, je pense que du coup, on va aller vers un Bitcoin qui va avoir tendance à se stabiliser au niveau de sa valeur, au niveau aussi de la volatilité qui pourrait réduire, tout simplement pour bah, asseoir sa position de valeur refuge. En tout cas, c'est mon point de vue, on peut en discuter dans les commentaires. Au niveau de l'analyse technique, alors, on a tout simplement un Bitcoin qui, comme on l'avait dit, se stabilise dans cette zone et est en train tout simplement pour l'instant, de la retravailler. On ne peut pas encore dire la rejeter, mais de la travailler ici. Donc, j'avais dit, hein, cette zone ici,
pour le travail de la trendline et ensuite les 55 000 pardon, pour un potentiel pullback derrière, une potentielle correction. Bon, on est en train de la faire, ce pullback, cette correction, potentiellement. C'est pas encore dit que c'était fait. Il faut juste que je mette le setup crypto YouTube. Hop. Donc on est en train de la faire, cette potentielle correction juste ici. Alors on voit qu'au niveau du RSI, on est revenu sur les 60-70, mais c'est pas forcément signe d'un pullback particulier. On pourrait très bien avoir un prix qui continue à la hausse, hein, sans souci. On voit qu'on a potentiellement dans euh, les dernières fois, on s'est arrêté à proximité de cette zone. Vous voyez qu'ici, on y revient. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas forcément significatif. On voit que dans le passé, on a déjà été retravailler des zones un peu plus hausses, autour des 80 en moyenne, 70-80. Vous voyez, même ici, on était aux alentours des 80. Donc, on pourrait encore avoir un prix qui monte un petit peu pour aller chercher des niveaux sur les RSI un peu plus haut. Là, on voit qu'on a les histogrammes verts, vert ou bleu, peu importe, en fonction de l'affichage de votre MACD qui commence à se mettre en place. Donc, voilà, va falloir surveiller ici, comme je le répète, hein, si on casse fortement avec une bougie cette zone, bah, l'idée, ce sera maintenant de venir casser cette zone des 60 000 pour avoir la correction juste après. D'accord. Par contre, ici, c'est vrai que quand on regarde en 4 heures, ça m'indique quand même une potentielle fin de structure ici. Il va falloir voir en fait. Si ici on a effectivement un prix qui casse, qui fait une belle impulsion, une belle bougie d'impulsion pour venir casser ce top, bah là effectivement c'est de la continuation et on pourrait potentiellement venir casser les 60 000 pour avoir la correction derrière. Si par contre ici on a une forte bougie d'impulsion et on vient casser ici les plus bas, on aura un retracement un peu plus important, peut-être pour venir retravailler cette trendline et ensuite reprendre de la force pour venir casser cette zone à nouveau. D'accord? Donc à surveiller cette structure-là, mais moi elle me plaît pas trop. Et ce que j'aime pas surtout, c'est ces deux bougies de rejet. On voit que là, la bougie a fortement été rejetée par le bas, par les vendeurs. Et ici également, elle a été fortement rejetée par les vendeurs. Donc on a quand même deux belles bougies de rejet et ça me plaît pas trop. On a des divergences aussi qui se mettent en place sur le RSI. Vous voyez qu'ici, on fait légèrement des plus hauts. Et là, sur le RSI, on est en train de faire des plus bas. Donc pour l'instant, moi, je ne serai pas acheteur sur cette zone. Au mieux, j'attends. Et si je suis un petit peu en mode risk on, je chercherai plutôt des ventes là-dessus, mais clairement pas de la recherche d'achat, surtout pas sur une zone en tout cas de résistance. Euh, Au niveau d'Ethereum, papapam, on est un petit peu dans le même cas. Ethereum, on attend un retour sur les plus hauts ici. Maintenant, le souci que j'ai, c'est que pareil ici, ça me donne une potentielle fin de structure. Vous voyez que bah, les impulsions sont de moins en moins fortes, hein. Regardez ici, on a une forte impulsion là. Ici, l'impulsion qui suit casse ce plus haut, mais ça devient beaucoup plus léger. On voit que ça devient beaucoup plus difficile. Ensuite, ici, on a de nouveau une cassure, mais vous voyez que là, le marché est en train est choppy, est en train de limite ranger, hein, c'est limite un range qu'on a ici. Le marché est en pleine hésitation. On voit que c'est plus aussi puissant que les impulsions qu'on avait ici, ou qu'on avait là, ou qu'on avait ici. Donc attention à ça, on pourra avoir potentiellement ici une petite fin de structure pour un retracement, venir peut-être travailler la moyenne mobile, peut-être retravailler la zone, mais la zone, ça me paraît quand même assez loin pour un retracement. Ça ferait quand même un retracement de presque 10%. Ça me paraît quand même assez fort. Maintenant, effectivement, la moyenne mobile ou retravailler ce plus bas ici, cette zone, ça peut être possible, ça peut être faisable. Mais dans l'idée, ce que je chercherai derrière, c'est toujours la continuation jusqu'à cette zone, hein. On regardait les dernières vidéos où il y a le haut de la bande de Bollinger Weekly et la zone ici, et puis aussi ce plus haut. Voilà, dans l'idéal, c'est ce plus haut qui est à aller chercher.
Donc, même si on a une petite correction ici, je m'attendrai quand même à une structure de continuation derrière, tant qu'évidemment cette zone n'est pas cassée et qu'on n'explose pas la moyenne mobile. Pour moi, il n'y a aucune raison d'aller chercher ici des ventes pour revenir super bas. Non, pas du tout. Si on a un retracement, c'est juste un essoufflement de cette structure pour une continuation derrière. D'accord. Mais attention ici, si vous voulez rentrer acheteur, attendez peut-être un retracement, attendez bien un retracement pour pouvoir chercher des achats. Ok, ensuite, tac, tac, tac. Alors, on a eu le One qui nous a fait un truc très sympa hier. Donc, nous, on en avait parlé quand on était ici. On avait dit potentiellement, on peut venir retravailler la trendline, voire revenir travailler cette zone avec le MA200. Bon, le prix était pas revenu retravailler la trendline à quelques points près, même si du coup, on peut même, hop, on va remonter un peu la trendline à quelques points près. Et ensuite, on a eu, donc ici, on avait dit, soit le prix il va nous refaire un nouveau plus haut. Et donc, on va avoir donc des plus hauts de plus en plus haut. Donc, une nouvelle tendance haussière qui se met en place. Donc là, c'est plutôt en 4 heures, donc sur la time frame plus petite. Soit on va avoir donc un plus haut. Ici, une tentative de plus haut qui ne fonctionne pas. Et ensuite, on reviendra travailler cette zone pour remonter. Bon, bah là, effectivement, ce qu'on a eu, c'est un nouveau plus haut. Et regardez, le marché continue de faire des plus hauts. Donc, c'est parfait. Cette trendline haussière est toujours valide. Vous voyez que le prix continue de faire des plus hauts. Là, maintenant, on est venu recasser cette zone donc, de plus haut, qui était la TH. Donc forcément, on peut avoir un retracement. C'est quand le prix vient casser des zones de plus haut ou de plus bas, donc des zones de structure haussière ou baissière, on a des retracements derrière. Donc là, on peut avoir un petit retracement, un retracement peut-être assez significatif pour pourquoi pas revenir sur cette zone ici, retravailler les derniers plus hauts et ensuite tenter une nouvelle ascension haussière pour venir casser les plus hauts et revenir pourquoi pas sur les 1,27 ici à 0,26. Ensuite, on aurait les 1,618 ici à 0,32. Et après, in fine, beaucoup plus haut, les 0,47 à 2,618. Mais bon, là, on n'y est pas encore. Alors, on va passer un dernier altcoin. C'était donc le FTM qu'on avait analysé dans les dernières vidéos. Donc, on avait dit, si vous vous rappelez bien la dernière vidéo, on pourrait retravailler cette zone ou la trendline ici. Deux possibilités. La trendline a été retravaillée. Vous voyez que derrière, bon, l'ascension est incroyable, hein. On a presque du 100% depuis le travail de la trendline ici. Euh, J'avais dit également, là, attention, on vient de casser le top. On peut avoir un retracement. Le prix est encore coulé. Maintenant, attention, parce que là, on a des grosses bougies de rejet. Vous voyez, rejet, rejet, rejet. Donc là, on est sur un niveau que le prix rejette fortement. Les vendeurs sont de retour. On a déjà eu un petit retracement qui s'est mis en place avec quelques bougies. Maintenant, moi, j'attendrai un retracement un peu plus important pour rentrer. Je trouve que rentrer là-dessus, c'est un peu trop risqué. Si on trace un Fibonacci de retracement, on voit qu'on n'est même pas encore revenu retravailler les 0,382, ce qui est le minimum pour moi pour vraiment valider un retracement. Donc, tant que je ne suis pas minimum ici, je ne chercherai pas des positions acheteuses. Par contre, effectivement, vu que le prix est très bullish, je ne vais pas attendre un retracement sur les 0,618 ou les 0,71. Si le prix revient retravailler cette zone, donc le dernier ATH ici, on va se le tracer comme ça. Et donc, revient travailler cette zone où on a déjà eu des petites réactions ici qui correspondent au 0,5 de Fibonacci. Là, effectivement, je pourrais chercher des positions acheteuses par ici pour une continuation. Maintenant, ici, pour moi, c'est beaucoup trop tôt, même si ça peut donner envie ici d'acheter ça. J'imagine qu'il y a des petites divergences. Voilà, on revient dans la zone de neutralité. On a certainement une petite divergence aussi en 15 minutes. Mais pour moi, c'est trop risqué de rentrer ici. Donc, j'attendrai un retracement un peu plus important sur cet actif. Au niveau du crypto total, bon, c'est plutôt cool ce qui se passe. Alors, pareil, au niveau du crypto total, si je mets les bandes de Bollinger, on est dessus, on l'avait déjà dit ça. On a eu ah, ça y est, on a eu le point de contact. Quand on avait regardé hier, on avait été, enfin, c'était avant-hier, on était à peu près par ici. On avait dit on n'est pas encore vraiment sur la bande haute. Là, ça y est, on l'a pris. On a fait le point de contact dessus. Vous voyez qu'il y a une super belle bouchie de rejet, hein, ce que
ce que certains appelleraient une pin bar ou peu importe. Donc on a eu une super bougie de rejet, un beau retour des vendeurs ici sur cette bougie. Là, pareil, on est potentiellement aussi sur peut-être une fin de structure. Comme vous voyez, on commence à avoir des divergences par rapport au RSI. Vous voyez que tout ça, on est en train de faire des plus bas, alors qu'ici, on est clairement sur des plus hauts. Donc on a une divergence RSI. On le verrait aussi en 1 minute, hein, et on voit que la structure commence à s'essouffler. Vous voyez ici, tac, 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 là on a des plus hauts, et puis là on a du mal à vraiment aller chercher des plus hauts, surtout que quand on a du mal à aller chercher des plus hauts et qu'au-dessus on a bande supérieure de Bollinger, la trendline baissière et une zone de résistance, bon, faut quand même se dire que là il y a des potentiels retracements qui peuvent arriver, et même sur le volume ici, vous voyez que c'est plutôt en décroissance. On commence à avoir des histogrammes qui ont de la difficulté à faire des plus hauts, pas des plus hauts, mais des hausses significatives. Et un peu comme on avait eu ici, regardez, là, on avait eu des points bas ici, et regardez, les histogrammes du MACD ici ont été clairement haussiers, donc ça montrait une perte de puissance. Si on continue d'avoir légèrement des plus hauts comme ça et que les histogrammes continuent à baisser ici, là, on pourra se dire, OK, on peut fortement avoir un retracement dans les prochains jours, prochaines semaines ici, sur le crypto total. Surtout que quand on regarde ici, on a commencé à avoir des pêle-mèches de rejet aussi. Et on a eu notre première bougie noire, donc bougie rouge si vous voulez, avec toute cette ascension, avec que des bougies bleues. Donc voilà, à surveiller ici. On sait que même si ça casse légèrement, juste au-dessus, on a la zone. Donc là, on reste observateur pour l'instant. Et sur le total plus excluant le BTC, donc sans le BTC, uniquement les altcoins, là vous voyez que on avait parlé donc du coup de cette zone qui a été retravaillée ici, avec deux belles bougies de rejet à l'achat et juste une grosse bougie ici d'impulsion juste derrière. Là c'est pareil, ça peut être de la fin de mouvement, surtout quand il vient de casser ici, c'est plus haut, donc récupérer cette liquidité. On sait qu'il y a encore un peu d'imbalance ici qui doit être comblé, donc qui va être comblé à un moment donné, on y reviendra forcément, mais on pourrait avoir un petit retracement. Je suis un peu moins inquiet par rapport à cette structure-là, parce que je me dis qu'on peut encore continuer de ramper à la hausse pour potentiellement venir combler cette imbalance. Mais attention, quand on va venir vraiment au contact de cette bande supérieure de Bollinger, de la zone, là par contre, il va falloir commencer à surveiller des potentiels retracements. Et au niveau de notre ami, la Bitcoin dominance, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On s'est fait repousser ici par le middle de la bande de Bollinger à 2 reprises, première fois et deuxième fois juste après. Donc là, la zone et le middle de la bande de Bollinger tient bien. Si on veut vraiment pouvoir venir chercher les 50% de dominance, il va falloir vraiment qu'on réussisse à s'extirper de cette zone, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. J'en ai fini avec cette vidéo d'analyse du marché pour aujourd'hui. On se retrouve donc lundi pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un like, un commentaire avec des tokens aussi que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite du coup de prendre soin de vos portefeuilles, prenez soin de vous également, et on se retrouve lundi.